Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Et ce vendredi, eh bien, nous sommes avec Nicolas Vadot qui nous fait le plaisir de venir de Belgique. Bonsoir Nicolas, dessinateur Bonsoir. pour le Vif l'Express. Avec cette une et votre dessin, comment redorer notre image, terrorisme, mobilité communautaire. Un petit mot sur ce dessin ? Comme vous savez, la Belgique a pas mal souffert après les attentats de novembre. Donc, le Premier ministre Charles Michel va faire une tournée un peu partout dans le monde pour redorer l'image du pays. Si on pouvait remontrer le dessin au niveau de la réalisation. Voilà, merci beaucoup. Et vous êtes vice-président également de Cartooning for Peace, qui réunit, on le dit chaque vendredi, et on le redit, 150 dessinateurs à travers le monde entier qui se battent pour la liberté de la presse, la liberté d'expression. Bonsoir Patricia Lémonière, grand reporter, rédactrice en chef au service Monde de TF1. Vous revenez, Patricia, notamment de Syrie, du Kurdistan irakien. Vous avez fait tout un périple et vous nous raconterez tout à l'heure. Bruno Darou, bonsoir Bruno. Bonsoir Vanessa. À la directrice de RFI, en charge de l'information au service Monde. Et puis avec nous, Ziad Limam, qui nous fait le plaisir de revenir, directeur du mensuel Afrique Magazine. Cela fait 17 ans que l'on n'avait plus vu un président iranien en France. Hassan Rouhani, c'était cette semaine à Paris. 15 milliards d'euros de contrats ont été signés, et même sans doute plus dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a quand même 118 Airbus qui ont été commandés. Ça, c'est pour plus de 20 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent, d'un coup, qui vont rentrer dans les caisses de l'État français. L'Iran qui revient sur la scène internationale. Vous voyez quand même ces images d'Hassan Rouhani reçu dans la cour des Invalides. Et tout cela, après l'accord sur le nucléaire iranien. C'est l'accord sur le nucléaire iranien qui a permis cela. On écoute le président iranien. Nous sommes prêts à accueillir dans notre pays tous les investisseurs étrangers. Je voudrais souligner que si nous voulons combattre l'extrémisme et la violence dans le monde, si nous voulons combattre l'extrémisme et le terrorisme, une des voies pour le faire est de créer du développement et des emplois. Patricia a été reçue avec tous les honneurs, c'est le moins que l'on puisse dire, ce président iranien qui était pourtant au banc de la communauté internationale. Il faut dire qu'il représente beaucoup, comme vous l'avez dit, beaucoup d'argent. Il faut dire aussi que nos entreprises qui étaient en Iran avant, en particulier je pense à Peugeot, moi j'avais été dans les entreprises, et l'entreprise avait été arrêtée, il y avait des chaînes entières de voitures qui ne fonctionnaient plus, qui étaient recouvertes de poussière, et on sentait chez les Iraniens à l'époque, chez les ingénieurs, mais aussi les directeurs, les responsables, une envie de ce retour de la France, parce que les Américains étaient déjà là en embuscade. Ils étaient là soudés d'une façon déguisée, ils étaient là par des entreprises écrans qui se trouvaient au Tadjikistan, en Ouzbékistan, et nous n'étions pas là. Même si vous voulez, une entreprise française, je ne la citerai pas, m'a dit, écoutez, je ne peux pas trop vous parler parce qu'on a une audit américain qui est là et qui pourrait nous sanctionner si on fait du commerce. Donc vous voyez, les Français étaient dans une position très difficile, beaucoup plus difficile finalement que les Américains en Iran. Donc ils sont, je pense, très heureux aujourd'hui de pouvoir signer quelques contrats. Bruno, est-ce qu'on n'en a pas fait un peu trop en recevant le président iranien? C'est peut-être pas en France, mais en tout cas en Italie, parce qu'il y a quand même cette image, je trouve quand même. Vous avez l'air... je suis désolée, si. Moi, ça m'a gêné, peut-être pas vous, mais moi, oui. Pas ça, et donc, on va la regarder. L'histoire de l'image qui est on va la regarder quand même, là. L'image, c'est ce président iranien donc, qui est au musée du Capitole. Si on pouvait la voir, l'image, ça serait formidable. Avec ces statues de nus qui sont recouvertes. On ne verra pas l'image, donc je vous raconte l'histoire. Un petit souci au niveau de la réalisation ce soir. Bruno, ça ne vous a pas gêné, ça? Est-ce qu'on n'en fait pas trop, quand même? Ça, c'était l'Italie. Alors, c'est vrai que les Italiens ont accepté de cacher ce sein que je ne saurais voir, comme disait Molière. Bon, ça c'est... Les voilà les images. Merci. Voilà, c'est quand même. Est-ce que c'est pas un peu choquant? Est-ce que oui, Patricia. Mais j'étais pas là, je l'ai pas vu. Donc. Est-ce que c'est pas un peu vendre notre âme quand même? Bruno Darou? Oui, je sais pas si heureusement à Paris il n'est pas allé au Louvre, donc mais je sais pas s'il avait décidé d'aller au Louvre, on aurait. Je sais pas si la France aurait fait. Mais est-ce que ça vous choque, ça? Oui, moi je trouve ça plutôt choquant parce que du coup ça a été une demande de l'Iran de ne pas voir de. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Les Iraniens ont dit qu'ils n'avaient jamais demandé ça et que les Italiens avaient fait preuve d'une amitié. Alors c'est encore pire, ça. Une amitié préemptive. Mais bon, je veux dire.
Non, mais ce débat sur la moralité, j'ai entendu Patricia qui disait dans mon oreille et l'Arabie Saoudite et Kadhafi à l'Élysée. Kadhafi avec sa tante et ses amis. Oui, mais là, c'est un peu nos valeurs. Ce que je veux dire, c'est que la nudité, c'est des valeurs. Non, mais très bien. La nudité, enfin, je veux dire, en Occident, ce n'est pas, on ne cache pas des femmes nues. Enfin, dans les musées, on a eu le débat en France avec le fameux déjeuner, avec le vin rouge, sans le vin rouge. Les Français ont dit, nous, on est une civilisation, on boit du vin rouge. Bon, je ne sais pas qui a tort ou qui a raison, mais ce qui m'a plus choqué, moi, c'est le débat sur les droits de l'homme, que j'ai trouvé surréaliste, comme d'habitude. C'est-à-dire, mais on va faire du business avec des méchants, et c'est pas bien, il ne faut pas faire du business avec des méchants. Or, on fait du business avec un sacré nombre de méchants, en partant de grands pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite, avec des pays comme la Chine, bref, on fait ce business avec tout le monde. Ce que j'ai trouvé, moi, un peu bizarre, c'est la surenchère médiatique, en fait. C'est-à-dire, on était là toute la journée, des contrats, comme si ce pays avait besoin de ça, quoi. Il faut balancer de la news. Oui, on a besoin de ça. Oui, mais ça a donné. Non, mais ça a donné un effet. Ça vous étonne qu'on ait besoin de contrats? On aurait pu aussi parler du rôle quand même de l'Iran sur la région. On aurait pu parler du fait que Rouhani a fait des déclarations extrêmement dures sur l'Arabie Saoudite. C'est pas fréquent qu'un président, quel qu'il soit, parle. On aurait pu parler que la France, qui était en pointe, qui était en pointe dans les négociations de Genève, qui était la plus dure, qui avait une position la plus anti-iranienne, finalement se couche pour 130 avions. Enfin, il y avait beaucoup de manières. Ils en ont pas parlé. Oui, mais parce que lors de la conférence de presse, à l'issue quand même des entretiens Hollande-Rouhani, on a vu quand même le visage. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très frappant. Il y a cette image très fermée du président de François Hollande. Et la dernière chose, après je m'arrête, je pense que les Français, comme les Européens, comme un certain nombre d'Américains, parient sur ce monsieur, sur Rouhani, contre tout l'appareil réactionnaire compliqué de l'Iran. Concernant l'impact régional, il y a toujours quand même le problème. Effectivement, certains ont vu dans la mine très fermée du président Hollande peut-être un signe que, notamment concernant le dossier syrien, les positions restent quand même irréconciliables, puisque l'Iran reste un des principaux alliés de Bachar al-Assad, et qu'on le sait, la France a plutôt pris le parti des pays sunnites. Alors effectivement, on en a peu entendu parler, mais nul doute qu'ils en ont parlé. Et de ce point de vue-là, alors la France aimerait aussi, concernant la crise avec l'Arabie Saoudite, je ne sais pas si on peut dire servir de médiateur, mais en tout cas essayer d'apaiser la tension. De ce point de vue-là, on n'a pas vu grand-chose non plus. Donc d'un point de vue diplomatique, peu de choses est sorti de cette visite. Moi, je crois que cette visite était essentiellement économique. Peu diplomatique, parce qu'il y a trop de sujets qui fâchent. Notre alliance quand même, ou le poids que l'on met dans notre alliance avec l'Arabie Saoudite est incompatible finalement. Et je ne crois pas à une médiation. Enfin, je crois que c'est pas notre objet pour l'instant. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, les Saoudiens ne seraient pas prêts à nous voir jouer ce rôle-là. Je ne pense pas. Et en tout cas, on voit bien que dans toute cette visite, c'était essentiellement économique parce que les questions diplomatiques, les questions ou même des droits de l'homme, gênent. Même si l'Arabie Saoudite était furieuse de ce voyage en Europe, quand même. Puisque ça signe. Parce que c'est ça le paradoxe, ça signe quand même, malgré tout, le retour de l'Iran sur le devant de la scène diplomatique internationale. Et l'Iran veut jouer ce rôle-là, veut jouer le rôle central. Il l'a même dit sur un plan économique, il veut devenir un hub, comme les pays du Golfe. Nicolas, on a des dessins. Est-ce que les dessinateurs se sont intéressés à cette visite d'Hassan Rouhani? Ils l'ont vu évidemment par de la lorgnette. On va commencer par un dessinateur sud-africain qui s'appelle Brandan. Je montre souvent des dessins de lui. Et c'est un dessin qu'on va voir à l'antenne qui nous montre quel est the next big thing. C'est le Iran. Donc vous avez évidemment le patron d'Apple qui se dit qu'après l'iPod, après l'iPhone, il va pouvoir aller conquérir l'Iran facilement. C'est un dessin que j'aime beaucoup. Ce dessin-ci de Cristina Sampaio, qui est un dessin très poétique et qui est très bien. Souvent, quand on utilise la colombe de la paix, c'est un peu gnangnan dans un dessin, mais elle arrive avec son dessin très fin comme ça à montrer que ce rapprochement entre les États-Unis et l'Iran, c'est un rapprochement qui ne va pas forcément de soi et qui peut-être engendrer d'autres problèmes. Alors un dessin très dur de Haddad, qui est un dessinateur jordanien, pour lequel c'est très difficile parce qu'on voit l'Ouest d'un côté, c'est mal cadré, et l'Iran de l'autre. C'est très difficile pour certains pays arabes qui voient dans ce rapprochement entre l'Ouest et l'Iran, ils pensent qu'il risque d'être les dindons de la farce. Donc c'est un dessin que je trouve intéressant, parce que c'est un point de vue en plus qu'on n'entend pas forcément énormément ici. Ce dessin, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure de Ed Hall. Donc on couvre tout ce qui pourrait l'offenser.
le free speech, les droits des femmes, le droit de la presse, la religion. Et c'est bien parce que ça devient une exposition d'art contemporain, en fait. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait avec les colonnes de Buren à Paris. La tolérance religieuse, en plus. Voilà. Et puis, ce dessin que j'adore, qui est une dessinatrice jordanienne aussi, qui nous montre en Iran, vous savez, on n'a plus le droit de boire d'alcool. En Arabie Saoudite, on n'a plus le droit de jouer aux échecs. En revanche, en Iran et en Arabie Saoudite, voilà où est le statut de la femme. Et là, c'est là où le dessin de presse est très fort, parce que juste avec quelques symboles, il arrive à nous exprimer énormément sans dire beaucoup. Et je termine par un dessin de mon confrère Pierre Kroll en Belgique, que j'aime beaucoup, Roigny à Paris. Je vous fais le 115e gratuit. Et c'est vrai que je pense que Hollande était content s'il faisait la tronche. C'est peut-être juste parce qu'il venait de virer Christiane Taubira, tout simplement. La résolution du conflit syrien, on en parlait à l'instant. On en est loin quand même. Il y a des négociations qui ont démarré à Genève ce vendredi. Alors, ça va un peu mieux ce soir quand même, parce que les principaux groupes d'opposition n'étaient pas là à la mi-journée. Eh bien, ils arrivent peu à peu, ces groupes d'opposition. Le groupe de Riyad. Le groupe de Riyad, tout à fait. Ils arrivent, en tout cas, une délégation de ce groupe de Riyad qui arrive. Je vous vois, vous n'avez pas l'air très optimiste. Je vous propose justement d'écouter Hassan Rouhani sur le conflit syrien, parce qu'il en a quand même été question lors de la conférence de presse, peu, mais il y a eu un mot tout de même. La question syrienne est très compliquée. Je pense pour ma part que la solution à la situation en Syrie doit être politique, mais il sera difficile d'arriver à une conclusion en l'espace de quelques semaines, de quelques réunions. Ce sera trop optimiste car la question syrienne est une question très compliquée. Cela demande les efforts des uns et des autres, de tout le monde, pour trouver une solution politique. Voilà, et ce n'était pas une conférence de presse, c'était notre interview exclusive France 24 avec nos partenaires du Monde et de France Culture. Ziad Limam, ça s'annonce très, très compliqué à Genève. Mais je racontais, avant de rentrer dans le plateau, que je lisais le papier du quotidien Le Monde d'aujourd'hui qui parlait de la conférence de Genève, et qu'à la deuxième colonne, j'ai été pratiquement obligé de prendre une feuille et faire des notes pour savoir qui était avec qui était contre qui, etc. Et j'ai retrouvé aussi une citation de quelqu'un qui disait qu'en fait, on fait la paix quand on est sûr de ne plus pouvoir gagner la guerre et que le prix de la guerre devient absolument insupportable. Et que pour le moment, en Syrie, il y a des tas de gens qui pensent que le prix de la guerre est encore supportable. On raconte, enfin moi je ne suis pas un spécialiste, mais que les forces syriennes loyalistes reprennent des positions, que ceci, que cela, que les bombardements russes, etc. Donc malheureusement, comme d'habitude, c'est les gens qui trinquent. Malheureusement, comme d'habitude... on va faire une conférence qui va peut-être avancer. Je pense qu'il faut que le prix de la souffrance soit tel pour que ce pays se rassemble dans ce qu'il a de minimal. Et on a parlé souvent ici sur ce plateau du comparatif avec le Liban des années 70-80. Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais à un moment, ça s'est arrêté par épuisement et parce que la communauté internationale... Oui, alors peut-être Patricia ne sera pas tout à fait d'accord avec moi. Patricia, vous qui revenez de Syrie. Non, l'épuisement, il est vrai que je pense qu'il y a un vrai épuisement parmi la population civile. Le problème, c'est que cette réalité de l'épuisement joue quand on est dans un conflit, j'ai envie de dire, serré. C'est-à-dire, c'est juste 2-3 États. Là, on est dans un conflit de type millefeuille. Il y a ce qui se passe sur le terrain avec les différents groupes. Et puis, il y a leurs parents régionaux qui sont tous opposés. Et puis, il y a les grands-grands-parents. Je veux dire, il y a quand même l'affrontement Poutine-Obama aussi. Enfin, il faut pas ou le rapport Poutine-Obama. Et donc, ce millefeuille-là rend très difficile la résolution, en quelque sorte, de ce conflit. Et j'en prendrai quelques exemples. Bon, on voit le groupe, effectivement, qui est soutenu par l'Arabie Saoudite, qui arrive progressivement. Il ne pouvait ne pas être là. Il était obligé d'être présent, parce que sinon, on les aurait accusés d'avoir fait échouer les négociations. Mais il y a d'autres groupes, par exemple, comme les groupes où j'étais effectivement dans la partie nord de la Syrie, qui sont les Kurdes du nord de la Syrie, qui ont été regroupés dans une appellation force démocratique par les Américains pour les rendre acceptables. Mais ces Kurdes-là sont soutenus par le PKK, le fameux groupe qui est en Turquie. Vous voyez la difficulté dont tu parlais, le PKK qui les soutient. Et le PKK, c'est l'ennemi des Turcs, puisque c'est un mouvement mortel au sein des Turcs, accusé d'être un groupe terroriste pour nous Occidentaux. Donc, la Turquie ne veut pas de cette partie dans les négociations, elle boycottera. Alors, la Turquie est un acteur majeur de la résolution. Alors, c'est les Kurdes qui combattent aussi l'organisation de l'État islamique. Et c'est les Kurdes qui marquent le plus de points. Ils ont triplé, multiplié par 3,
les zones qu'ils ont prises à l'État islamique par rapport au territoire qu'ils avaient au départ. Beaucoup plus que les Kurdes irakiens qui ont multiplié simplement par, compris 50% de territoire en plus. Donc on voit que la force principale de lutte contre le groupe de l'État islamique n'est pas représentée. Tout ça à cause d'un parrain. Donc vous voyez, ça va être, je crois qu'il faut donner le temps au temps. C'est bien une première rencontre, mais ça sera long. Bruno Darroux. Oui, effectivement, ce sera long puisque le processus est prévu pour durer 6 mois. Au minimum. Moi, je trouve qu'on a un peu avancé sur l'idée d'une solution politique, mais on n'a toujours pas réglé quand même le cas de Bachar al-Assad. Et de ce point de vue-là, la visite de Rouhani à Paris n'a pas fait avancer les choses. Alors, concernant la France reste coincée entre sa position de départ et un début d'acceptation d'une solution politique, mais pour le moment reste quand même sur sa position concernant Bachar al-Assad. Et on ne voit toujours pas finalement comment une solution politique pourrait, pour le moment, se passer de Bachar al-Assad, qui reste quand même en position de relative force, soutenu par son parrain russe et l'Iranien. Ouais, et voilà. Nicolas, est-ce que là aussi, les dessinateurs s'intéressent il y a ce dessin encore à ce conflit? Parce que finalement, les médias, on en parle encore. Ça dépend lesquels. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais je sais que sur RFI, sur France 24, on en parle beaucoup. Mais c'est vrai que sur d'autres médias, sur des médias nationaux, on en parle moins quand même aujourd'hui. Alors les dessinateurs... Ce qui est fou quand même, c'est au cœur du problème migratoire et c'est au cœur du problème de l'État islamique. Et que c'est considéré comme presque accessoire. Mais les dessinateurs en parlent. Il y a ce dessin de Bertrams, dessinateur hollandais, que je trouve très bien parce que c'est un dessin assez surréaliste. Et si vous regardez les tables qu'on voit là, la table de négociation qu'on va voir à l'écran, cette table de négociation casse le visage des négociateurs. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une concentration visuelle, c'est-à-dire que cette table de négociation devient elle-même une mitrailleuse. Elle a la forme d'une mitrailleuse, c'est-à-dire que cette table de négociation peut devenir une arme en elle-même. C'est ça que je trouve très fort. Et par rapport à ce que disait Patricia Lémonière tout à l'heure, ce que vous disiez en texte, eh bien, Rieber l'a fait en dessin. Rieber, c'est un dessinateur suédois fantastique. Comment plus compréhensible alors? Et vous voilà, vous voyez, c'est le millefeuille, c'est même un entonnoir. Vous avez Obama en haut et Poutine en haut à droite, et Bachar al-Assad qui sont chacun des pantins. Et Bachar al-Assad est lui-même un pantin. On voit la main de la mort derrière. Je trouve très fort parce que ça exprime beaucoup de choses en un seul dessin. Et puis, il y a ce dessin de Paresh, qui est un dessinateur indien, qui nous montre où est le bout du tunnel, avec les Nations Unies qui essayent d'être un petit peu optimistes, mais le bout du tunnel, on ne le voit pas. Et c'est ça qui est très fort aussi dans un dessin comme ça, c'est qu'on nous demande de voir ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ça fait travailler l'imagination avant tout. Et puis, il y a ce dessin de Stavro, qui est libanais, et qui se passe de commentaires, parce que voilà ce que sème... la colombe de la paix, c'est un dessin qui est assez violent, mais qui en dit assez long aussi, je trouve. Allez, on fait une petite pause, le temps du rappel des titres. Et puis dans la seconde partie de notre semaine dans le monde, nous parlerons du procès de Laurent Gbagbo qui s'est ouvert à l'Haye, et puis de la démission de Christiane Taubira. A tout de suite.